Parmi toutes les créations communes au genre humain, il y a une prodigieuse métaphore, qui agit tel un sortilège et qui contient entre autres l'idée du monde et de celle de l'homme dans son origine la plus lointaine. C'est le mythe, inspiration vivante de l'imagination, qui ouvrit les portes de cet espace infini que nous appelons culture. Les religions, les arts, les formes sociales en découlent, tout comme les caractéristiques fabuleuses qui le fixèrent dans son long et sinueux voyage à travers la mémoire des peuples. Les cycles mythiques des Incas et de la ville de Cusco sont riches en symboles et en rituels. Ainsi, la dynastie Inca non seulement élabora le discours idéal qui légitima son origine cosmique, mais d'une manière complémentaire perpétua aussi sa communion avec la nature, en dédiant ses meilleurs efforts à l'élaboration de formidables constructions éternelles. Au début des temps, celui qui donna au monde le premier souffle vital avait pour nom Viracocha, et là où tout n'était qu'obscurité, il installa une race de géants qui l'instruisit pour vivre en paix, pour le servir et le reconnaître à jamais. Mais sa parole ne fut pas écoutée par ceux qui ne purent contenir l'orgueil et la cupidité. Alors il fit descendre sur eux la confusion, et sa colère se déchaîna comme une tempête. La terre et la mer en avalèrent quelques-uns, et les autres furent transformés en pierre, comme témoins de cet événement, quand le déluge, appelé Unu Pachacuti, ou l'eau qui transforma le monde, cessa, et que les eaux reprirent leur niveau. Par rapport à cette tradition de Viracocha, plusieurs chroniqueurs des XVIe et XVIIe siècles racontent que les monolithes qui existent à Pucara et Tiahuanaco, cette fois-ci pas au Pérou mais bien en Bolivie, de l'autre côté de la frontière, furent les témoins pétrifiés de l'existence des âges antédiluviens. Le déluge passé et la terre asséchée, Viracocha décida de la repeupler, et ce fut alors qu'il éleva jusqu'au firmament, depuis une île du lac Titicaca, le soleil, la lune et les étoiles. Et alors que le ciel se peuplait de ces luminaires, sur la terre il apparut un autre, du nom de Viracochan, ou Tunupa, pour montrer la lumière aux hommes. Le terme Tunupa est familier probablement à ceux qui ont déjà voyagé avec moi au Pérou, car c'est le nom de l'hôtel que nous avons à Ollantaytambo. Suite à ce repeuplement, les uns émergèrent des lacs, les autres des sources, des rochers, des grottes et des arbres pour recevoir les semences, les arts et les différentes langues qu'ils devraient cultiver. Par contre, ceux qui choisirent la rébellion restèrent pétrifiés à Tiahuanaco, à Pucara et Jauja, ou encore d'autres, comme ceux du village de Cacha, et durent lui construire un sanctuaire après avoir souffert le ravage d'une pluie de feu. Poursuivant son chemin, il arriva à l'endroit qu'il appela Cusco, où il annonça l'arrivée des Incas, et dans la vallée sacrée, il laissa à cet endroit ses connaissances gravées sur son sceptre, et pour que le peuple se souvienne, la roche façonnée à son image. La roche façonnée, qui représente le visage de Viracochan, se trouve dans le village de Tambo, que l'on appelle aujourd'hui Ollantaytambo. Avec le temps, selon la chronique du natif Juan de Santa Cruz Pachacuti, le sceptre laissé par Viracochan se transforma en or à la naissance de l'un des descendants du seigneur du Tambo. Il prendra le nom de Manco Cápac et se dirigera vers le chaînon montagneux au pied duquel il fonda la ville de Cusco. Une autre version de ce cycle mythique, recueillie par Antonio de Calancha en 1683, signale seulement le début et la fin du récit, tandis que le pèlerinage de Viracochan est décrit comme un voyage sous terre, métaphore qui indique un déplacement dans un temps long et lointain, jusqu'à sa réapparition finale dans le village de Tambo, où il se transformera en pierre. Ainsi, en se pétrifiant, les peuples reconnurent dans un même héros le bienfaiteur commun qui, avec le temps, serait la base d'un empire. Ultérieurement, on recréa le mythe de la demeure de l'aube et des frères Ayar, dont le destin fut cette fois de rétablir le lignage divin des gouvernants Incas. Le mot Inca est un phénomène, et qui signifie l'esprit, la force ou l'énergie qui met de l'ordre dans les choses pour générer ou produire le bien-être. Le XXe siècle fut particulièrement riche en études réalisées dans le but d'identifier le lieu d'origine mythique des Incas. Ceux-ci partirent de la supposition de l'existence d'un concept concret du mythe de Pacaritampu, ou demeure de l'aube, endroit considéré comme un lieu de culte, d'où, après leur création dans le lac Titicaca, la tradition affirma que les premiers Incas émergèrent divinisés. Pourtant, malgré les nombreuses et très différentes versions qui existent concernant la situation de ce fameux sanctuaire, les chercheurs centrèrent leur étude principalement sur la zone géographique qui correspond à la province cusquéenne, où se trouve le village de Pacarectambo, nom ressemblant au lieu d'origine des Incas. Prenant pour base la chronique de Sarmiento, qui date de 1572, on pensait avoir résolu le mystère. C'est seulement après qu'on se rendit compte qu'en 1571, soit un an avant la conclusion de l'histoire de Sarmiento,
l'actuel village de ce nom n'existait pas. Serait-ce qu'en donnant une dernière et astucieuse fausse piste, les Incas pensaient protéger leur plus précieux sanctuaire de la destruction? Eh bien c'est tout à fait vraisemblable car 100 ans après l'arrivée des premiers Espagnols à Cusco, alors que l'Empire n'existait plus et que la validité politique et religieuse de son mythe d'origine s'était complètement effacée, eh bien Bernabé Cobo, en 1653 pour être plus précis, prêtre célèbre de l'époque, fouilla encore une fois dans la mémoire des premiers âges. Il reçut de Don Alonso Topa Atao l'attestation d'une version qui non seulement donnait une orientation cardinale pour situer la fameuse demeure de l'Aube, mais cette fois-ci, donnait des références sur sa situation précise à Tambo. Et comme je vous l'ai dit, donc c'est le village de Ollantaytambo, situé au milieu, en plein milieu de la vallée sacrée des Incas. Donc à contrario de ce qu'on supposait à l'époque, la tardive donc peu crédible version recueillie par Cobo renfermait la clé de l'histoire qui conduisit les auteurs à explorer les chemins donnés par son œuvre et à comparer toutes celles qui font allusion au thème. Cela permit d'identifier, dans le village de Tambo, non seulement les toponymes et les bornes sacrées associées au mythe, mais aussi la célèbre demeure de l'Aube. L'architecture et la spéciale orientation solaire de cet édifice permirent finalement de comprendre que ces images apparemment fantastiques, contenues dans les diverses versions qui parlent de l'origine des Incas, eh bien, elles étaient aussi tributaires de la science astronomique qui permit à cette fabuleuse civilisation de s'intégrer dans une manière totale et harmonieuse à la difficile nature, la nature à plus de 3000-3500 mètres d'altitude qui les vit naître. Les Quipucamayoc ne rêvaient donc pas, quand en 1542, le récit le plus précoce à ce sujet, ils déclarèrent au fonctionnaire espagnol Baca de Castro ce qui suit, que Manco Cápac, premier Inca, avait été fils du soleil et était sorti par une fenêtre de sa maison ayant été engendré par le rayon ou l'éclat du soleil, et se dirigea vers les hauteurs d'une montagne d'où l'on voit la vallée de Cusco. Et c'est à ce moment-là qu'il aurait fondé la ville. Une fois le monde en ordre, Viracocha se présenta sous la forme d'un homme resplendissant et créa les Incas. Il appela alors l'aîné d'entre eux, auquel il donna le nom de Manco Cápac, et lui dit « Toi et tes descendants seraient de grands seigneurs, et vous soumettrez beaucoup de nations. Vous me révérerez comme un père, et comme mes enfants, vous serez toujours respectés. » Et en leur donnant comme emblème le Tupayauri, un instrument en forme de sceptre, il leur précisa que là où celui-ci, l'instrument en forme de sceptre, s'enfoncerait, indiquerait sa volonté de fonder une grande ville. Alors ayant quitté le lac Titicaca, ils marchèrent vers le nord en essayant d'enfoncer dans la terre la crosse en or jusqu'à ce qu'en parcourant la splendide vallée de Yucay, c'est le nom d'origine de la vallée qui est connue aujourd'hui comme la vallée sacrée des Incas, ils arrivèrent à Tambo. Et c'est là qu'ils entrèrent dans les profonds sous-sols du Pacaritampu, qui veut dire demeure de l'aube. À ce moment-là, la terre s'ouvrit d'où émergea Manco Cápac, engendré par un rayon de lumière. De cet endroit sortirent également les frères Ayar Uchu, Ayar Auca et Ayar Cachi. Rendus forts et remplis de sagesse, ils reprirent leur longue marche, et ce fut alors qu'ils remarquèrent le pouvoir d'Ayar Cachi, qui d'un seul coup de foudre brisa une montagne et en précipita d'autres dans la vallée, en causant de gros dégâts à la nature. Manco Cápac, ou Ayar Manco, qui était le plus prudent de la bande, décida en accord avec ses frères de l'éloigner. Ainsi, ils le persuadèrent de retourner à l'endroit d'où ils étaient sortis, et il fut finalement enseveli. Et ce jour-là, la terre trembla. Après avoir pleuré sa mort, ils s'accordèrent avec les gens des alentours pour élever une ville qu'ils appelèrent Tampuquiro, qui signifie maison en forme de dent. Or, alors qu'ils ne se souciaient plus de sa présence, celui-ci, celui qui a fini enseveli, réapparut un jour soutenu par de grandes ailes aux plumes peintes. Apeurés, ils voulurent fuir, mais il dissipa rapidement leur frayeur en leur disant « Ne craignez rien, et ne vous angoissez pas, je viens seulement pour vous apprendre que l'heure est arrivée de faire connaître le pouvoir que nous donne à notre Père. Je vous prie donc de laisser cette vallée et de continuer jusqu'à ce que vous trouviez l'endroit exact où vous construirez un temple somptueux pour vénérer le soleil. Je demanderai à Viracocha de vous accorder son pouvoir. Quant à moi, je demeurerai dans une colline qui est tout près d'ici. » Dans la cosmologie andine, ces conversions en pierre, entre guillemets, c'est-à-dire le passage d'une forme de vie à une autre, n'impliquent pas un éloignement définitif de ce monde. Bien au contraire, on suppose que depuis un état, les êtres continuent à contribuer au cours dynamique de la vie.
et nous montre non seulement l'expression naturaliste de sa forme, mais aussi le contexte phénoménologique qui recrée le moment où, selon leur conception religieuse, toute la nature se régénérait. Le solstice d'hiver marque dans les Andes le temps de la renaissance, du soleil et de la revitalisation du monde, et celui d'été, le temps de sa maturité. Les caractéristiques des représentations du soleil dans les dessins de Guaman Poma, en 1613, mettent en évidence ces anciens concepts. 6 mois plus tard, pendant le solstice d'été, le 22 décembre, on rappelle que nous sommes dans l'hémisphère sud, eh bien sa vitalité descend sur la terre pour recevoir les offrandes posées sur son autel, car selon l'ancienne tradition, à cette époque de l'année où se célébrait le Capac Eraimi, ou la grande fête, les esprits des morts revenaient pour communiquer avec les vivants. Après la pétrification d'Ayarkachi, ses frères convoquèrent 10 groupes communautaires et ensemble se mirent à la recherche du lieu indiqué. Manco Capac marchait devant, brandissant le sceptre d'or d'une main, et dans l'autre, l'oiseau sacré Indi, dont on disait qu'il exerçait un étrange pouvoir sur ceux qui le suivaient. N'étant pas satisfaits des terres qu'ils rencontraient, ils rentrèrent à Tampukiro et reprirent le chemin qui cette fois les conduisit au pied d'une montagne qu'ils appelèrent Wanakaori. Ils tournèrent les yeux vers le sommet de la montagne et virent un arc-en-ciel qu'ils interprétèrent comme le signe que le monde ne serait plus jamais détruit par l'eau, mais le sort d'Ayar Uchu était jeté, car il restera lui aussi transformé en pierre à l'endroit où naissait l'arc-en-ciel. Ensuite, avançant vers le sommet, ils essayèrent encore d'enfoncer le sceptre en or et cette fois-ci, ils réussirent. Ce fut depuis cet endroit que Manco Capac aperçut les terres fertiles de ce qui allait devenir Cusco. Garcilaso de la Vega, en 1609, nous a donné le sens véritable du nom de Cusco, qui vient du mot quechua, qui signifie nombril du monde. C'est ainsi que vit le jour à 3350 mètres d'altitude dans une vallée au climat sain et sec, entouré d'une mer de montagnes, un centre cérémoniel et commença à battre le cœur de ce qui deviendrait l'empire des 4 parts du monde. Dès lors, et selon la version transcrite par Sarmiento de Gombau, en 1572, les Incas se succédèrent et consolidèrent leur pouvoir dans la vallée de Cusco jusqu'au règne d'Inca Roca. Ainsi, arrivée à son apogée, la période marquée par le centre cérémoniel, naissait enfin la ville qui s'épanouirait sous l'égide d'Inca Yupanqui. Il fut sacré avec le bonnet impérial, acclamé par le peuple sous le nom de Pachacutec. Politicien habile, averti des luttes d'intérêt des anciens lignages qui se disputaient le pouvoir, il effectua un pèlerinage à la demeure de l'Aube et l'instua comme oracle et lieu de culte universel. Il réforma également les calendriers et s'empara du village de Tambo. Il finit par soumettre tous ceux qui mettaient en question la légitimité de son pouvoir. Avec le temps, il établit un gouvernement de type pyramidal, avec l'Inca au sommet, soutenu par la noblesse de sang, celle de privilèges, et enfin le peuple qui administrait ses ressources. Le peuple également commença la construction de Cusco d'après ses plans et ses directives. On abandonna l'emploi de la terre séchée mêlée à de la paille pour adopter la pierre pour les fondations et la construction des structures qui consolidèrent son image et sa puissance. On dit que plus de 50 000 hommes travaillèrent sans cesse pendant 20 ans, une durée très connue, pour édifier aqueducs, dépôts, temples et palais et tout ce qui était nécessaire à la ville, qui peu à peu adopta la forme que l'on connaît actuellement, la forme d'un puma. Du cœur de la ville, un réseau de chemins rayonnait aux 4 coins du monde, établissant à chaque étape des lieux de repos et de ravitaillement qu'on appelait tambos. On y trouvait du sel, des pommes de terre, quinoa, des lamas, avec lesquels ils descendaient jusqu'aux limites des forêts, pour en revenir chargés de coca, d'or, d'aliments et de plumes multicolores. Certains chemins, à leur apogée, formaient un réseau de plus de 23 000 km. De Pasto en Colombie au nord, au Rio Biobío au Chili au sud, arrivaient les gouvernants et la fine fleur des provinces soumises. Et ce que nous dit Garcilaso en 1609 à ce sujet, c'est qu'on voyait et on comprenait tout l'empire comme dans un miroir ou une peinture cosmographique, dont l'esprit se trouvait matérialisé dans le temple du soleil, le Coricancha. Et le Coricancha, les amis, je vous le réserve pour un épisode prochain concernant l'origine des Incas et le développement de la civilisation à Cusco et autour de Cusco.